Elle éclate de rire avant même de finir sa phrase. La salle d'accueil retient son souffle. Les têtes se tournent, les regards se figent comme s'ils venaient d'être frappés. Un livreur, vraiment? Vous avez le culot d'entrer ici avec ces vêtements? On ne reçoit pas ce genre de personne sans rendez-vous. Sa voix ricane, tranchante et parfaitement calibrée pour humilier. Les autres rient à demi, certains par gêne, d'autres par confort, parce que suivre la moquerie fait partie du jeu social. Il reste immobile, la main sur le carton, le sourire poli figé sur son visage. Il connaît le siège, ses couloirs, les plaques en laiton et les logos qu'on balaie d'un geste satisfait. Mais aujourd'hui, il est le livreur, un homme en bleu, appelé par son titre apparent, réduit au rôle que la réceptionniste veut bien lui donner. Il a 38 ans. On l'a connu différent autrefois. On le connaît maintenant comme Marc, celui qui livre des commandes, qui pose un paquet, encaisse un soupir poli et s'en va. Il a appris que la colère publique est moins dangereuse que l'aveuglement tranquille. Alors, il baisse la tête, sourit et dit d'une voix douce « Le carton pour Madame Lefebvre ». La réceptionniste le toise. Ses ongles brillent, son badge oscille au rythme de sa condescendance. Elle désigne un coin du comptoir comme on jette une aumône. Posez-le là, et apprenez à rester à votre place. Elle rit encore, plus fort, convaincue. Quelques employés esquissent un malaise, un sourire forcé. Un client, assis avec un café, détourne les yeux. L'air est coupable d'une chose silencieuse. La cruauté est toujours plus légère quand elle trouve une scène. Il repart. Il ne claque pas de porte. Il ne crie pas. Ses pas sont mesurés sur le carrelage. Dans la poche intérieure de sa veste, son téléphone vibre. Il sent la vibration, la chaleur d'un message, puis rien. Il sait qu'au dehors, dans la rue, il n'est plus cet homme qui savait parler et organiser, l'homme qui avait monté un service logistique et l'avait vu grandir. Il sait aussi que les blessures les plus profondes ne se soignent pas par cris, mais par ruse et patience. Ce qui compte, plus que la gifle publique, c'est la matière derrière les silences. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous, il y a des retournements qu'on garde pour les derniers instants. Il s'éloigne, les cartons sous le bras. Dans la rue, la pluie commence à tacher le col de son manteau. Elle ne lave rien. Il traverse l'avenue avec des gestes précis et répétés depuis des mois. Chaque livraison est une reconnaissance du terrain, un prélèvement d'informations. Les employés qui ne soupçonnent rien lui donnent parfois un sourire, d'autres l'ignorent. Il a appris à lire les micro-expressions, la fatigue, l'ivresse des promotions, la peur feinte qui dissimule la complicité. Il sait que la réceptionniste, dans son costume impeccable, est la barrière. Mais derrière chaque barrière, il y a un passage mal fermé. Quand il arrive au camion, il s'arrête une seconde et regarde la photo qu'on lui a envoyée quelques secondes plus tôt. Un document en partie lisible, une capture d'écran d'un virement. Il la fixe jusqu'à ce que l'image prenne le relief d'une décision. Ce n'est pas la première preuve qu'il a trouvée, ni la seule, mais c'est celle qui a le goût du commencement. Il repense à la voix de sa mère, simple et directe, qui lui disait de garder les yeux ouverts et les mains propres. Il murmure sans en faire un rituel « Seigneur, donne-moi la patience d'attendre le bon moment ». Ce n'est pas une supplication de richesse, c'est une prière pour la sagesse. Les jours qui suivent sont une suite d'habitudes transformées en stratagèmes. Il sait à quels étages les paquets sont livrés, qui descend au 3e à l'heure du déjeuner, qui souffle entre 2 réunions. Les petites routes de l'entreprise deviennent des terrains cartographiés. Il s'installe dans le rôle du livreur parce que c'est le costume qui couvre le mieux l'homme qu'il n'est plus. Non plus patron, non plus associé, mais quelqu'un qu'on peut ignorer. Et dans l'oubli, il trouve la liberté. La fillette qui entre dans l'histoire le découvre d'abord comme on découvre un coin de ciel, par une fenêtre entr'ouverte. Elle s'appelle Lila. Elle a 11 ans, joueuse et franche, la fille d'une employée de ménage qui vient parfois accompagner sa mère. Elle détient ce qui manque à beaucoup d'adultes, l'aptitude à remarquer l'inattendu. Ce jour-là, Lila attend sa mère au coin de la cafétéria, son sac à dos posé sur ses genoux, un jus à la main. Elle observe la réceptionniste et l'homme aux ongles propres qui parle à voix basse contre un mur. Ses yeux prennent des notes. Les adultes rient, cachent, s'étonnent, mais Lila garde ses observations comme on ramasse des cailloux brillants. Plus tard, alors que Marc passe près de la machine à café, Lila le suit d'un pas décidé et se place devant lui.
Elle tend un papier chiffonné, les doigts encore collants de sucre. « Pour vous, dit-elle, sans crainte. J'ai entendu des choses. » Dans les plis du papier, 2 mots griffonnés, une adresse mail, un nom de société écran. Elle ne réalise pas toute la portée de ce qu'elle donne. Pour elle, c'est un secret d'enfant. Pour Marc, c'est une fissure dans l'armure. Il la regarde, surpris. Il regarde ses traits, la confiance tranquille d'une petite qui croit que les adultes disent toujours la vérité. « Merci », répond-il simplement, comme on dit merci à un rayon de soleil qui traverse une vitre. La chose essentielle n'est pas que la fillette ait vu la conversation, c'est qu'elle ait eu le courage de la partager. Les témoins humbles deviennent parfois les armes les plus tranchantes contre la dissimulation. Les mots qu'elle glisse sont des indices, et Marc sait qu'il va falloir assembler ces indices avec d'autres, plus techniques, relevés bancaires, factures, autorisations signées de mains qui ne sont plus sur les comptes. Il a un allié. Son nom est Claire. Ancienne chef comptable, partie quand les vents ont tourné, incluse sur une liste noire de ceux qui connaissaient les mécanismes internes. Claire a l'intelligence lente et nette des chiffres. Elle a quitté la société en colère 10 ans auparavant, mais elle a gardé une rancune ordonnée et un classeur d'anciennes habituées. Surtout, elle a la loyauté d'une personne qui sait ce qu'est la vérité. Quand Marc, en après-midi, frappe à sa porte, une petite porte au fond d'une rue où elle tient son cabinet de conseil, elle l'accueille sans questions inutiles. Elle sait l'histoire par fragments, par murmures, par les veines d'anciens bulletins de salaire qui passent de main en main. Ils se retrouvent autour d'une table couverte de tasses de thé refroidies. Claire étale un carnet, des relevés photocopiés, des virements qu'elle a pu récupérer en fouillant les archives publiques et quelques adresses IP laissées par mégarde. Ils n'ont pas la puissance d'un procureur. Ils ont la ténacité d'une paire de personnes qui refusent de se taire. Les premiers pas de l'enquête se font comme une danse lente. Marc passe ses journées à livrer et ses nuits à construire un puzzle. Il scanne, classe, compare. Les virements indiqués sur le document que Lila a remis ne sont pas isolés. Ils s'entrelacent avec d'autres mouvements, des sommes modestes détournées ici et là, des factures pour des services fictifs, des paiements à une société récemment créée, sans activité. Les signatures sur certains ordres de paiement ont une légère variation, un trait en moins qu'il a reconnu sur un document vieux de 10 ans, l'écriture de l'ancien associé, celui qui avait pris la place qui n'était pas nôtre. Chaque découverte est un petit morceau de lumière dans le brouillard. Mais il faut faire attention. Exposer trop tôt peut effriter des preuves, alerter les coupables, ou pire, lever un doute irrémédiable sur la crédibilité des témoins. Ils choisissent la discrétion. Ils arrêtent les rumeurs et accumulent la preuve tangible. Les nuits sont ponctuées par le bruit feutré des imprimantes et le cliquetis des touches. Claire a des méthodes, feuilles colorées, repères, une phrase sur chaque photocopie qui explique pourquoi ce document compte. Marc apprend à lire les flux bancaires comme on lit une carte topographique. Il y a des échecs. Un disque dur effacé par mégarde, une adresse e-mail fermée par sécurité, un aveu qui ne suffit pas. Ces coups ne les arrêtent pas, mais ils les rendent prudents. Ils apprennent à multiplier les témoins et à croiser les données. Ils demandent discrètement à d'anciens collègues de regarder des formulaires en leur présence, proposent une vérification des comptes sous prétexte d'audit interne, glissent des questions apparemment innocentes lors de conversations sans éveiller de soupçons. Marc n'agit pas par soif de revanche. Il agit parce que l'entreprise n'appartient pas seulement à ceux qui ont gelé des comptes et falsifié des signatures. Elle appartient à des familles, à des employés, à des clients. Il se rappelle ces ouvriers qui, le matin, poussaient les palettes, ces jeunes qui ont appris un métier. Son désir est de restaurer une lumière, pas de gagner une bataille d'honneur. Mais il sait aussi que la réparation passe par un mouvement de pouvoir. Il faut que la vérité ait des conséquences. Blocage des comptes, restitution des fonds détournés, éventuellement des sanctions. Et au moins un retour d'équité pour ceux qui ont été spoliés. Dans les semaines qui suivent, les pièces s'assemblent. Un comptable junior, poussé par la culpabilité, accepte de donner un nom. Un fournisseur consulté admet n'avoir jamais livré au sous-traitant X qui touche pourtant des paiements. L'un des virements revient vers une adresse à l'étranger. Un autre se retrouve sur une facture signée par une main que tous croyaient disparue. Chaque témoignage est noté, timestampé, protégé. Ils font des copies, ils multiplient. La réceptionniste, de son côté,
continue ses manœuvres sociales. Elle rit, trône, gouverne le petit royaume du hall d'entrée. Elle est l'image. Parfaite, inattaquable, tant qu'on accepte son masque. Elle a un complice plus dangereux encore. Un associé nommé Jean, souriant, courtois, qui tient les registres et le langage des chiffres comme une armée. On le voit à des cocktails, on le complimente sur ses décisions stratégiques. Il parle de croissance. Personne ne se questionne sur la propreté de certains contrats. Un soir, alors que la nuit écrase la ville, Marc et Claire regardent une série d'états de compte projetés sur l'écran de son salon. Les chiffres sont là, alignés comme des soldats. « Regarde ça », dit Claire. Elle pointe une colonne de dates et de montants. Ces transferts apparaissent chaque fin de trimestre. Ils se renforcent quand l'entreprise déclare une grosse rentrée d'argent. Comment lier au fonds IG? C'est une société écran créée 3 mois avant le gros virement. Marc sent son cœur accélérer. Ce n'est plus une intuition, c'est un motif. Il trace la société écran jusqu'à une boîte domiciliée dans un bureau minuscule au nom d'un prête-nom. Lila est fière de dire, la voix tremblante, qu'elle a reconnu le logo sur un flyer distribué pour un soi-disant partenariat caritatif. Les petites mains de la ville ont parfois un sens de l'observation qui dépasse celui des adultes. Pendant ce temps, la rumeur d'un rachat plane sur la société. Les investisseurs murmurent, le cours monte, le conseil se réunit pour voter une nouvelle tranche de cession d'actions. C'est le moment que Jean et la réceptionniste attendent, valider une vente qui consolide leur pouvoir. Ils sont sûrs d'eux. Ils pensent que les anciens n'existent que dans des mémoires poussiéreuses. Ils ne comprennent pas que la patience peut être une arme plus tranchante que la colère. Marc n'a pas d'intention de frapper ouvertement tant que la chaîne n'est pas complète. Il peut se permettre un mouvement de temps en temps, un dossier laissé dans la salle de réunion, un message anonyme sur une imprimante. Ce sont de petites provoques, des testaments pour voir qui mordra à l'hameçon. Une fois, il dépose un rapport comptable ancien dans la pile audit interne, un rapport qu'il sait attirer l'attention d'un jeune analyste. Le jeune regarde, puis partage la trouvaille à voix basse avec une collègue. Les chuchotements s'enchaînent. Le filet se resserre. Il se souvient d'une conversation qui a tout déclenché. Un mot prononcé à voix basse par l'un des complices, piqué par Lila comme un insecte qu'on ne remarque pas. On dégagera une part tous les trimestres. Ça passe comme des frais de gestion. Le mot « frais » roule, anodin. Mais pour Marc, il est la clé. Il retrouve la logique des mouvements, la régularité qui prouve l'intention. Il commence à imaginer le moment où il ne faudra plus rassembler les pièces, mais les exposer. Il imagine la salle, la lumière d'un projecteur, les regards qui basculent. Il sait aussi que l'exposition doit venir de l'intérieur, une assemblée d'actionnaires, un comité exécutif, un espace où la vérité peut être confrontée aux responsabilités institutionnelles. La tension augmente. Un soir, alors qu'il passe devant les portes vitrées de l'entreprise, il surprend la réceptionniste parler au téléphone en riant avec suffisance. « Ne t'en fais pas, dit-elle. Les actionnaires sont d'accord. Jean a sécurisé tout. Personne ne vient me contester. » Sa voix est sûre. Elle croit le monde verrouillé. Marc s'arrête, écoute un instant et s'éloigne. Sa respiration n'est pas une explosion. C'est une soupape qui libère la tempête lente qu'il a préparée. Il sait qu'il a atteint un seuil. La prochaine réunion pourrait consacrer l'irréversible. Le plan qu'ils échafaudent avec Claire est simple dans son cœur, mais exigeant dans sa mise en œuvre. Il faut une occasion publique, un espace officiel et des preuves inattaquables. Ils ne veulent pas d'un spectacle, ils veulent de la rigueur. Ils commettent l'erreur si, face à la colère, ils se précipitent. L'idée est de provoquer une confrontation où le documentaire parle plus fort que la rhétorique. Une projection, un dossier imprimé, des témoins prêts à affirmer et des éléments bancaires vérifiables. Ils contactent un avocat discret, un ancien collègue de patron qui n'aime pas l'injustice et possède un carnet d'adresses utile. Ils font des copies certifiées, ils sécurisent des backups hors ligne. Un matin, Marc reçoit un message qui lui coupe le souffle. La date de l'assemblée extraordinaire a été avancée. L'associé corrompu veut finaliser la session avant la fin du trimestre, lorsque les factures fantômes auront été inscrites au compte. C'est un jeu de vitesse. Ils doivent accélérer. Claire, qui penche sa tête sur les relevés,
sourit avec une fatigue satisfaite. « On a ce qu'il faut, dit-elle. Pas tout, mais assez pour alerter un conseil d'administration. On peut demander une suspension de vote si on porte plainte formelle pour fraude. » Marc mesure la portée de ces mots. Suspension de vote. Compte gelé. Une action qui demanderait un courage des autorités. Mais ils peuvent l'obliger si les preuves tiennent. Le lendemain, il revient. Il ne se présente pas en conquérant. Il marche comme l'autre fois, livre le colis, sourit à la réceptionniste qui, cette fois, se permet à peine une remarque. Les autres employés le regardent, curieux. Il est le même, et pourtant, la journée qu'il a derrière lui est une route de décision et d'alliance. Il sait que la vraie bataille sera sans spectacle, mais si la salle s'ouvre, il devra parler. Et parler signifie exposer le mécanisme que des mains expertes ont mis en place pour dérober. La journée avance, et Marc enchaîne ses livraisons. Les cartons s'empilent, les signatures s'ajoutent, les portes s'ouvrent. Mais ses pensées planent. Il sait qu'il a une fenêtre. L'après-midi, une réunion de présélection d'investisseurs est prévue. C'est un lieu parfait, un des moments où les regards des investisseurs se posent, où les décisions prennent la forme d'un accord signé. Il a demandé, par un chemin discret, à ce que son nom figure sur la liste des personnes autorisées à entrer sur la place de l'Assemblée, présenté comme « représentant d'un fournisseur ». Personne ne se demande d'où vient l'existence d'un représentant pour des cartons de papeterie. La tension est palpable, mais le calme de Marc l'est encore plus. Il a appris à attendre le moment exact. Il sait que dévoiler une preuve sans contexte peut confondre. Il sait qu'il doit aligner les témoins. Lila a peur, mais elle est prête à parler si on lui promet protection. Claire a préparé un dossier en plastique rigide, scellé par un avocat. Un ancien comptable a accepté d'être présent et de signer une attestation. Ils ont une ordering de fait. Tout dépend maintenant d'une salle, d'un projecteur, d'un micro. Quand il franchit la porte vitrée, il sent l'air de la pièce qui change. On dirait que le bâtiment se tient sur une respiration collective. Les visages familiers sont là, Jean, poli et impeccable. La réceptionniste, déjà souriante en anticipation de victoire. Des investisseurs aux costumes bien tonifiés. Les conversations tournent autour de chiffres, de présentations, de perspectives. On parle de croissance comme on consulte une météo. Marc marche vers le vestiaire, remet sa veste et se prépare à être celui qu'on n'attend pas. Il a appris à être invisible. Et c'est dans cette invisibilité qu'il a bâti son retour. Il serre un petit dossier dans sa poche, des copies, pas encore la totalité, mais suffisant pour provoquer une demande d'interruption. Le reste est en sécurité, avec Claire, dans une boîte postale, prête à être envoyée à la presse si l'irréparable devait être commis. Il n'agit pas comme un justicier, il se présente comme un garde-fou. Il est déterminé à faire la différence entre justice et humiliation. La porte de la salle se referme derrière lui. Au premier rang, la réceptionniste l'aperçoit, ses yeux s'écarquillent imperceptiblement. Elle se demande peut-être pourquoi le livreur est venu 2 jours de suite. Elle croit l'avoir classé. Elle est prudente cette fois. Un doute traverse son expression, rapide comme un courant d'air. Jean, intouchable, ne lève pas la tête. Il sent une menace seulement s'il perd le contrôle de la narration. Marc, calme, attend le moment. La réunion commence. On présente des graphiques, des projections, des mots qui flottent et qui apaisent. Les investisseurs hochent la tête. Les minutes s'égrènent. Et puis vient un instant où un représentant prend la parole pour remercier les fournisseurs. Un silence. C'est le petit interstice où l'on présente les réussites. Marc sait que maintenant, il doit provoquer une attention sans paraître violent. Il se lève, demande la parole avec cette politesse que la plupart trouvent désarmante. Les regards glissent vers lui, surpris. Il montre son badge, se présente selon la vérité qu'il a choisie. Fournisseur. Sa voix est claire. Il tient un dossier. Le murmure parcourt la salle. Il ne crie pas, il ne pleure pas. Il commence par la phrase la plus simple. Je voudrais attirer l'attention sur une série de mouvements financiers qui, à mon avis, nécessitent vérification. Rien d'accusateur pour l'instant. Il pose le dossier sur la table comme on pose une petite bombe silencieuse. Les feuilles sont alignées, les copies propres.
On sent que, derrière ce geste tranquille, il y a des heures d'efforts méthodiques. Un projeté d'ombre glisse derrière les visages des participants. Certains se redressent. Jean sourit, mais le sourire est un masque tendu. La réceptionniste perd un peu de sa couleur. Marc commence à dérouler les faits. Dates, virements, factures, des vérités petites et sèches qui, assemblées, forment une accusation. La salle, d'abord polie, devient un théâtre où chacun tente de lire l'événement à sa manière. Il n'en dira pas davantage maintenant. Il sait que les pièces doivent être alignées pour faire basculer la balance. Il sait aussi que l'instant final, celui où la pièce maîtresse doit être dévoilée, exige une procédure. Il referme son intervention en demandant que le dossier soit enregistré et étudié par le comité d'audit. Il n'attaque pas les personnes nommément. Il appelle à la procédure. C'est une première secousse, une fissure dans la façade. Et à l'autre bout de la table, Jean serre les mains, calculant déjà la riposte. Le souffle contenu dans la salle explose en murmures. Qui va bouger le premier? Qui aura la force d'appeler la police, de geler les comptes, de mandater un audit externe? Marc sent qu'il a lancé la première pierre. Mais il sait aussi que pour que la justice agisse, il faut plus que son dossier. Il faudra que les preuves soient incontestables, qu'un témoin accepte de parler, que les investisseurs s'irritent de l'idée d'avoir été trompés. Il quitte la salle avec la lenteur d'un homme qui connaît le prix de l'attente. Lila l'attend près de la porte, les mains serrées autour de la lanière de son sac à dos. Ses yeux rencontrent les siens, brillants et un peu effrayés. Elle a vu quelque chose qu'elle ne comprenait pas, puis elle a compris qu'elle avait aidé. Il la remercie avec la douceur d'un homme qui sait que la reconnaissance est parfois la part la plus grande de la réparation. La journée n'est pas finie. C'est une ouverture, un moment de tension qui doit être établi, étayé, transformé en mouvement légal. Claire l'appelle d'un coin de rue pour confirmer qu'elle a déposé des copies chez l'avocat. Il reçoit un message. On a une audience possible pour demander une suspension de vote, mais il faut des preuves supplémentaires. L'horloge avance, les acteurs se mettent en place. Les forces extérieures, autorités, investisseurs, commencent à discerner que quelque chose d'anormal se tient sous la surface. Marc rentre chez lui, enlève sa veste bleue et pose le dossier sur la table. Il observe les feuilles, les chiffres, les écritures qui autrefois lui parlaient comme à un ami. Il sait que la prochaine étape nécessite du courage institutionnel, de la procédure et de la patience. Mais il sait surtout que la dignité voilée ce matin dans le hall a désormais une chance d'être reconnue autrement. La partie décisive n'est pas encore engagée. Il n'a pas encore racheté l'entreprise. Il n'a pas encore inversé la honte. Tout ce qu'il a fait, jusqu'ici, est d'allumer une lumière. La nuit tombe. Il allume une lampe, relit les documents et se demande comment organiser la suite. Un rachat exige des moyens financiers, un vote, une acceptation par les organes compétents. Il n'est pas naïf. Il sait que le rachat seul ne suffit pas. Il faut une légitimité, un cadre légal, une acceptation par ceux qu'il veut protéger. Mais il a un atout. La vérité commence à sortir. Les comptes sont entre les mains de personnes qui peuvent obliger la société à se remettre en ordre. Et dans cette idée, il sent monter une confiance tranquille. La justice procédurale, pas la vengeance, est la voie. Il s'endort en pensant au visage des employés qui, plus tôt, avaient baissé les yeux. Il rêve d'un lieu où la parole compte plus que le costume. Il s'éveille le lendemain avec la résolution de marcher de nouveau dans ces mêmes couloirs. C'est une marche différente désormais. Il ne cherche pas à être invisible pour fuir. Il se prépare à être visible pour changer. Les pièces qu'il a collectées sont prêtes à être utilisées comme levier légitime. Le chemin du rachat commence à se tracer, non pas comme un acte d'orgueil, mais comme un moyen de restaurer ce qui a été brisé. La journée à venir promet d'être déterminante. Les alliances se nouent, les témoins se font courage, et la réceptionniste, sans le savoir encore, a déclenché quelque chose d'irréversible en choisissant de humilier. La dignité offensée n'est pas un objet à rendre. C'est une force qui, lorsqu'on la traite avec soin, exige réparation. Marc rassemble ses forces, ses témoins et surtout sa patience.
Il sait que l'issue ne dépend pas seulement de lui, mais il sait aussi que son acte de ce matin, silencieux et précis, a été le premier coup. L'histoire, maintenant, suit une ligne qu'on ne pourra plus effacer aussi facilement. Les jours qui suivent sont une course de fond, et Marc l'amène sans bruit mais sans faiblesse. Les dossiers s'épaississent sur la table, les copies sont multipliées et envoyées à des adresses sécurisées. Claire travaille comme une horlogère, chaque document à sa place, chaque virement son fil d'or. Il contacte un avocat spécialisé en droit des affaires, un homme qui a la réputation de ne pas dramatiser, mais de savoir faire parler les chiffres. Il écoute, puis il sourit d'un sourire qui n'est pas moqueur. « Si ce que vous me donnez tient, vous avez une base pour demander une suspension de vote, et pour cela, il faut des témoins qui acceptent d'attester sous serment. » Lila tremble à l'idée d'être appelée à témoigner. Marc la prend à part, à l'abri d'un coin de rue, et lui explique doucement ce que cela impliquera. « Tu n'as pas à tout dire, lui dit-il. Juste ce que tu as vu, et nous ferons en sorte que tu sois protégée. » Il lui promet aussi que son implication ne restera pas lettre morte. S'il y a réparation, elle en bénéficiera. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un engagement pratique, une bourse pour sa scolarité, un soutien pour sa mère si besoin. Lila accepte, moins par bravoure que par la confiance qu'elle a prise en cet homme en bleu. La première action formelle est simple et lourde à la fois, dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et demande de mesures conservatoires. L'avocat saisit le juge des référés pour obtenir le gel des votes prévus à l'Assemblée et la mise sous séquestre des documents sensibles. Ce n'est pas instantané, mais c'est rapide. Face à des relevés concordants et à la menace d'un préjudice pour des investisseurs, le juge ordonne une suspension provisoire et mandate un audit externe. Le simple fait que le mécanisme judiciaire commence à tourner modifie l'air dans l'entreprise. Les conciliabules dans les bureaux s'effritent, les sourires factices deviennent crispations. Jean panique derrière son apparente sérénité. Il multiplie les appels pour trouver un expert qui pourrait contester les pièces. Il parle à des conseillers en communication, raisonne avec des avocats, menace à demi-mot des employés, promet des promotions, tente de racheter le silence. La réceptionniste intensifie son personnage public. Elle rit plus fort, se montre plus italienne du pouvoir. Mais les gestes de panique se voient. Les alliés prétendument solides se penchent sur leur compte, sur leurs propres responsabilités. Un fournisseur, pressé, envoie un email qui contredit une facture antérieure. Des conversations internes sont retrouvées dans des boîtes mail secondaires. Les petits détails s'alignent comme des dominos. Parallèlement, un ancien comptable qui avait été écarté, submergé par le remords, accepte enfin de témoigner. Son courrier est précis. Il fournit l'emplacement d'un fichier, explique comment les virements étaient reventilés. Sous serment, il détaille des procédures irrégulières. L'avocat le place sous protection et le parquet ouvre une enquête préliminaire. Cela change tout. Les enquêteurs demandent des pièces, téléphones, accès aux serveurs. La police judiciaire a des moyens dont Marc et Claire ne disposent pas, et c'est exactement ce qu'ils voulaient, transférer l'action d'un combat individuel à une procédure institutionnelle. L'effet est immédiat sur la gouvernance. Les investisseurs reçoivent des notifications. La réunion prévue est annulée pour cause de vérification nécessaire. Des commissaires aux comptes indépendants prennent la main et découvrent des anomalies qu'aucun responsable n'aurait dû ignorer. Le bruit du scandale commence à courir au-delà des murs de l'entreprise. Les clients appellent pour s'enquérir, les employés se demandent ce que l'avenir réserve. La salle d'accueil où la réceptionniste régnait se remplit désormais d'une tension concrète, moins propice aux railleries. Lila regarde la télévision locale, incrédule, quand le bandeau en bas de l'écran évoque des contrôles en cours et suspicion de détournement de fonds. Sa mère, inquiète, serre sa main. Marc, lui, ne se réjouit pas d'entendre son nom cité dans une information. Il sait que la justice n'est pas un tribunal d'émotion, elle demande rigueur. Il a, cependant, obtenu ce qu'il cherchait. Le système a commencé à regarder dans la bonne direction. Un jour, les forces de l'ordre se présentent au siège. On procède à des perquisitions, on saisit des documents, des ordinateurs. Jean est convoqué et placé en garde à vue. La réceptionniste est entendue comme témoin, puis comme mise en cause. Il y a des renvois au parquet, des auditions longues. Rien n'est encore jugé,
Mais les mesures conservatoires s'accumulent. Comptes gelés, interdiction pour certains dirigeants d'exercer la gestion en attendant la décision. Le pouvoir qu'ils avaient accumulé s'effrite. La posture de supériorité de la réceptionniste se transforme progressivement en une expression close, la bouche serrée. Pendant ces semaines, Marc continue d'être présent comme fournisseur. C'est une double vie calculée. Il est partout où il faut être, invisible comme lorsqu'il lisait les micro-expressions, visible quand il faut l'être. Il offre aux employés des assurances qu'il ne cherchera pas à humilier des collègues ni à humilier. Il n'utilise pas la colère comme étendard. Il parle de réparation. Ses rencontres avec des équipes sont simples. Écoute des craintes, promesses de transparence, petites actions concrètes, un déjeuner payé ici, une remise à niveau pour un opérateur là. Ces gestes calment et rassemblent. Les employés commencent à voir en lui autre chose qu'un livreur de passage, un homme déterminé à remettre l'institution sur ses rails. À mesure que la procédure avance, Marc songe aux questions plus larges. Si Jean et ses complices sont sanctionnés, qui reprendra l'entreprise? Qui garantira la bonne gouvernance? Les investisseurs, effrayés par la perspective d'une perte, commencent à proposer des solutions. Plusieurs fonds se retirent, d'autres conditionnent leur maintien à un changement clair de management. C'est dans ce climat qu'un ancien mentor de Marc, un entrepreneur qui avait cru en lui au début et qui n'avait jamais oublié son efficacité, refait surface. Il a entendu des choses, il veut protéger la valeur réelle du savoir-faire. Il propose un financement, mais sans chercher à imposer un plan de prédation. Il mettra son capital à disposition à la condition que Marc soit à la tête d'un projet de redressement et de reconstruction. C'est une proposition de confiance, pas de colonisation. Pour Marc, c'est le moment choisi. Il a pensé à d'autres scénarios, des consortiums, des groupes d'employés rachetant collectivement, des offres anonymes. Mais la promesse faite aux gens et à Lila le pousse vers une décision singulière. Il accepte de prendre la responsabilité. Avec l'aide de son mentor, d'une banque prête à avancer des fonds contre des garanties solides et de quelques actionnaires loyaux qui se rallient, il monte une offre d'achat. L'idée est simple sur le papier. Un rachat de contrôle mené par celui qui connaît le cœur opérationnel de l'entreprise et qui a prouvé par son action qu'il cherchait la réparation plutôt que le pillage. L'annonce fait l'effet d'un coup de tonnerre. Beaucoup sont surpris qu'un livreur devienne l'acheteur unique. Certains s'en offusquent, d'autres s'en félicitent silencieusement. Marc prend la parole lors d'une assemblée extraordinaire convoquée à l'issue des audits. Il expose un plan de redressement fondé sur la transparence comptable, la formation, la rénovation des processus d'achat et de vérification, la création d'un comité d'éthique indépendant. Il promet des comptes trimestriels publics, l'embauche d'un auditeur indépendant permanent, un plan de participation pour les employés. Il parle sans colère, articulant chaque point comme on aligne des pierres pour bâtir une maison. Sa feuille est claire. Il propose d'acheter le bloc majoritaire des actions, de garantir le paiement par un montage financier protecteur et de placer immédiatement Claire à la tête des finances avec un mandat pour procéder à des vérifications exhaustives. Les investisseurs, fatigués par l'inquiétude et séduits par la stabilité promise, trouvent l'offre acceptable. Certains hésitent. Vendre le contrôle à un ancien dirigeant déguisé en livreur paraît grotesque. Mais l'argument de la continuité opérationnelle, de la loyauté du personnel et de la possibilité de retrouver la confiance des clients pèse lourd. À la fin, un vote a lieu. L'offre est acceptée. Officiellement, Marc est l'acheteur unique. Il y a des critiques, bien sûr. Des journaux titrent sur « le revirement du livreur devenu patron ». Certains parlent de cinéma, d'autres d'une fable morale. Marc s'en tient à la réalité pratique. Signer les contrats, assurer la transition, protéger les employés. La prise de contrôle se fait dans la sérénité administrative que donne un montage bien verrouillé. Les comptes sont purgés des opérations suspectes, des mesures disciplinaires sont engagées contre les responsables impliqués et une politique de prévention est instaurée. Jean et la réceptionniste font face à des procédures. La loi suit son cours. Pourtant la victoire n'est pas une jubilation tonitruante. Marc sait que racheter ne met pas fin au travail de réparation. Au contraire, il le transforme. Il nomme Claire directrice financière, lui confie la mise en place de contrôles renforcés
et la tâche de rétablir les salaires des employés lésés. Il crée un comité composé de représentants du personnel, d'un conseiller juridique et d'un auditeur externe. Il engage une consultation ouverte pour redéfinir les valeurs de l'entreprise, non pas avec des slogans publicitaires, mais avec des engagements concrets, transparence sur les fournisseurs, appel d'offres publiques, formation continue. Il fixe des réunions mensuelles ouvertes aux employés où les comptes et les décisions stratégiques sont expliqués sans langue de bois. L'une des premières mesures symboliques qu'il prend est de transformer la salle d'accueil, jadis théâtre de sa propre humiliation, en un lieu de rencontre. Il y installe un mur où sont accrochées les propositions d'employés, les idées de projets, et un panneau où l'on affiche les avancées en matière d'éthique. La réceptionniste, qui avait tant aimé gouverner ce perchoir, est remplacée par un responsable de l'accueil formé sur les valeurs nouvelles. On n'humilie plus dans ce hall, on accueille. Lila, quant à elle, est accompagnée comme promis. Une bourse pour ses études est créée au nom de la Seconde Chance et administrée par une fondation locale. Sa mère est aidée pour stabiliser son emploi. Lila reçoit une invitation à visiter le centre de formation que Marc met en place. Un lieu où les jeunes peuvent apprendre les métiers de la logistique, où l'on enseigne la dignité du travail et la vigilance contre les fraudes. Ce n'est pas un geste ostentatoire, c'est une volonté de transformer l'humiliation reçue en une opportunité partagée. Il y a des jours où Marc ressent encore la brûlure du regard condescendant. Parfois, en se rendant au siège, il passe devant la vitrine et y voit refléter son image. L'homme qui fut réduit puis relevé. Mais la douleur s'est transformée en prudence, en responsabilité. Il se rappelle la voix de sa mère, luisante de simplicité. Garde les yeux ouverts et les mains propres. Il se promet d'être cet homme-là pour les autres, non par démonstration de puissance, mais par service rendu. Les mois qui suivent montrent une entreprise qui, petit à petit, reprend sa respiration. Les procédures d'achat se durcissent, les audits réguliers permettent de déceler des anomalies plus tôt. Des employés initialement hésitants sont remontés dans la hiérarchie selon un principe méritocratique. Certains anciens dirigeants, ceux qui n'étaient pas impliqués dans les malversations mais qui avaient fermé les yeux, quittent l'entreprise avec des départs convenus. D'autres sont sanctionnés. La police continue son travail. Les dossiers avancent et la justice suit son cours, lente mais décidée. Marc n'ignore pas les critiques selon lesquelles il aurait dû tout révéler plus tôt, que son silence initial a permis la continuation des agissements. Il n'oublie pas non plus les compliments qui le qualifient de héros. Il répond rarement à ses jugements publics. Il préfère travailler. Il installe des séances de formation à l'éthique, confie au comité d'entreprise la mission de surveiller les engagements et publie un rapport de conformité accessible à tous les employés. Un jour, lors d'un petit déjeuner avec Claire et l'avocat qui fut leur allié, il repense à la réceptionniste qui avait ri au début. Elle n'était que l'option visible d'un mécanisme, dit-il. La responsabilisation est collective. Claire hoche la tête. Mais ce n'est pas seulement une question de punition, ajoute-t-elle. C'est une question de reconstruction, de créer des mécanismes où l'intérêt général prime. À la fin de l'année, l'entreprise affiche des chiffres qui témoignent d'une reprise lente mais réelle. Les clients reviennent, certains parce qu'ils croient en la nouvelle gouvernance, d'autres parce que le service a retrouvé une qualité que Marc connaissait jusque dans les moindres process. La bourse pour Lila est active. Des jeunes participent déjà au premier module de formation. Le mur d'accueil est recouvert d'idées écrites à la main. Projets, demandes, engagements. Les sourires, cette fois, ne sont plus forces simulées, mais indices d'une atmosphère différente. Lila, qui a grandi d'un bon intérieur, vient parfois aider au centre de formation. Elle raconte comment elle avait un jour serré un bout de papier chiffonné dans sa main et n'avait pas imaginé que cela déclencherait quelque chose d'aussi grand. Elle ne pense pas en termes de revanche. Elle parle de réparation, d'éducation et de respect. Marc, à l'écouter, sourit. La dignité retrouvée n'est pas une monnaie d'échange, c'est un capital humain. Leçon qu'il murmure parfois sans emphase. La bonté n'est pas naïveté. La patience n'est pas lâcheté. La justice n'est pas vengeance. Ce sont des instruments qui, maniés avec méthode et prudence, permettent de transformer une blessure en une opportunité collective.
ceux qui cherchaient à écraser la dignité d'un homme ont découvert que l'arrogance crée des failles. Et ceux qui ont eu le courage d'alerter, même modestement, ont été l'élément déclencheur d'une réparation qui dépasse la simple restitution d'argent. Dans le calme retrouvé, Marc avance. Il signe des contrats qui garantissent la transparence, il assiste à des réunions où l'on écoute et où l'on agit. Il ne renie pas les jours où il fut simple livreur. Au contraire, il garde ce rôle comme une mémoire salutaire. Être à la fois l'homme qui apporte des colis et celui qui tient la barre d'une entreprise lui rappelle la fragilité des rôles sociaux. Une étiquette ne définit pas une personne. L'histoire se termine sans explosion dramatique, sans vengeance spectaculaire. Jean et la réceptionniste font face à la justice. L'entreprise, sous la gouvernance de Marc et de Claire, se reconstruit. Lila voit son avenir s'éclairer. Ce n'est pas un conte où la providence punit d'un doigt laser. C'est une leçon de persévérance, d'intelligence, d'alliance entre la loi et la volonté de réparer. La récompense n'est pas d'avoir humilié en retour, mais d'avoir restauré un lieu de travail, d'avoir offert des chances et d'avoir changé des vies. Et quand on lui demande pourquoi il a choisi d'acheter seul, Marc répond simplement « Parce que je voulais prendre la responsabilité, pas me cacher derrière d'autres mains. J'ai voulu que la réparation soit incarnée. » C'est une réponse à la fois pragmatique et humble. Il savait que, pour que la confiance revienne, il fallait une figure qui assume, pas un consortium anonyme. Il accepta que cela ferait parler. Il accepta aussi la lourdeur du devoir. Les derniers plans se referment sur une image symbolique. La salle d'accueil transformée, le mur d'idées, le sourire de Lila à l'entrée du centre de formation. Marc passe la main sur une ardoise où l'on lit « On ne se moque plus des travées, on les répare ». Il s'arrête un instant, respire et reprend le chemin du bureau, non en conquérant triomphant, mais en gardien vigilant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que la dignité et la patience peuvent changer le monde. Abonnez-vous pour d'autres récits où la vérité finit par peser plus lourd que la vanité.